Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Eric Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le bourgmestre d'Anderlecht, PS. Avant de parler du Peterbos, qui est un sujet qui va nous prendre un peu de temps aujourd'hui, bien sûr, je voulais vous parler de ce regain d'antisémitisme. Anderlecht était pendant très longtemps une commune où il y avait une importante communauté juive. Alors, on parle beaucoup cette semaine de ce regain d'antisémitisme en Europe, et notamment chez nous, à l'occasion d'abord d'une distinction que l'ULB va accorder demain à Ken Loach, mais aussi une déclaration de la députée bruxelloise Viviane Tettelbaum. Dans la Libre, elle estime que la société belge ne combat pas clairement le nouvel antisémitisme, c'est-à-dire l'antisémitisme musulman et ou d'extrême gauche. Alors, je vais vous demander votre réaction. Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, on tue aussi des juifs en Belgique. Réaction B, c'est un fléau, l'antisémitisme. Réaction C, il ne faut pas hiérarchiser les racismes. Il n'y a aucune de ces réponses qui me convient. Alors vous avez droit à une quatrième. Je voudrais qu'il faut combattre tous les racismes. Et donc il faut combattre l'antisémitisme. Et je dois vous dire que comme bourgmestre d'Anderlecht depuis un peu plus de 5 ans, je n'ai pas enregistré de plainte particulière de la communauté juive d'Anderlecht par rapport à des incidents qui se seraient produits. Mais vous êtes attentif à cela. Oui, tout à fait attentif, oui. Alors, parlons du quartier Peterbos qui a l'air d'être en ébullition. D'ailleurs, pour l'instant, au moment où l'on diffuse en direct cette interview, il y a une action policière, vous pouvez nous la confirmer, 30 policiers de la zone de police locale et de la police fédérale, c'est ça? Tout à fait. Donc, que font-ils? Ils font une Xème opération sur le Peterbos. Donc c'est une action conjointe de la police de la zone Midi et des policiers fédéraux. Il s'agit d'une part de vérifier qu'il n'y a pas de possibilité de canardage des forces de police depuis les toitures d'un certain nombre de bâtiments. Et d'autre part, ce sont des opérations de contrôle, de recherche de suspects à la suite des incidents qui se sont passés ces derniers jours. Et au moment où on nous parle, il y a déjà eu une arrestation administrative, c'est ça? Avant d'entrer dans le studio, on m'a signalé qu'il y avait une arrestation administrative et il y en a d'autres qui sont probablement en cours. Alors, 10 tentatives de meurtre de policiers depuis la fin décembre, des habitants qui ont l'air d'être terrorisés, des agressions de journalistes et de stibards, des jeunes qui, eux, se disent harcelés, un trafic de drogue en explosion et parfois même qui implique des mineurs. Est-ce que c'est le Bronx, ça, au Peterbos? Non, pas du tout. Et donc, il faut quand même dire que pour 95% de la population, c'est une population qui ne pose aucun problème. Par contre, nous avons enregistré depuis le début de l'année précédente des plaintes accrues d'un certain nombre de personnes qui habitent au Peterbos sur l'insécurité et sur le trafic de drogue. Et donc, les opérations au Peterbos ont commencé en fait en mars de l'année passée. Donc, j'ai demandé à la police d'être plus présente, de faire des observations. Et les premières arrestations ont été faites en avril de l'année passée. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Donc, à partir du mois de mai, les policiers ont signalé que lors de certaines opérations, ils se faisaient canarder par des jeunes du quartier. Et donc, on a, à ce moment-là, décidé de maintenir la pression sur le Peterbos. Beaucoup d'incidents sont liés au trafic de drogue avec des gens qui viennent de l'extérieur du Peterbos, mais aussi des jeunes... Ce sont les clients, mais les vendeurs Ce sont des clients ou des dealers, mais aussi à l'intérieur du Peterbos. Et donc là, il y a un véritable problème parce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ne sont plus du tout suivis par leurs parents et qui sont là occupés à faire un certain nombre de choses qui sont illégales. Alors on commence par un petit peu de tapage, un petit peu de dégâts, et puis on entre dans des circuits qui sont des circuits criminels. Et il y a des mineurs, vous le confirmez? Tout à fait. Tout à fait. Donc les observations qui ont pu être faites, et à la fois aussi par les services sociaux, montrent qu'on utilise évidemment dans ce trafic des mineurs, mais de mineurs de plus en plus jeunes. Et donc on a pu constater qu'il y avait des mineurs de 12, 11 ans, et même, on m'a signalé, un de 9 ans qui a été repéré. Donc ça, c'est clairement des parents qui démissionnent complètement par rapport à l'éducation de leurs enfants. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous dites que c'est depuis un an, non plus d'un an, début de l'année dernière, qu'on s'intéresse au Peterbos policièrement. Et c'est à peine depuis quelques semaines que le parquet semble avoir nommé un magistrat de référence
ou de coordination, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Donc tous les incidents qui ont eu lieu, donc les attaques par rapport aux policiers, ont été signalés, transmises au parquet. Donc au mois de janvier, le parquet a dit, voilà, il y a un certain nombre d'actions qui sont faites contre les policiers. Ce sont des choses qu'on peut qualifier comme tentatives de meurtre. Et donc nous allons mettre une opération en place au niveau du parquet, en connexion avec la zone Midi. Nous avons demandé qu'il y ait un magistrat de référence, c'est-à-dire une personne unique chargée de centraliser toutes les plaintes, tous les incidents qui se passent au Peter-Bosch. Le parquet a mis quelque chose en place qui est un agent coordonnateur au niveau du parquet. C'est quasiment la même chose. Et donc moi je suis très content que maintenant, au niveau du parquet, on prenne les choses vraiment à bras le corps et que ça débouche sur un certain nombre d'arrestations. Oui, mais des arrestations, mais on les arrête, on en interpelle. C'était le cas avant-hier pour l'attaque contre les contrôleurs de la STIB, mais après, la personne est relâchée. Est-ce que ce n'est pas un petit peu leur donner un sentiment d'impunité? Mais donc c'est contre ce sentiment d'impunité qu'il faut lutter, et donc j'attends du parquet une fermeté par rapport à tous les cas qui sont signalés. C'est ce qui est le plus dangereux, évidemment. Ce sont les jeunes qui sont arrêtés et puis qui sont relâchés 2 heures après. C'est à la fois décourageant pour les policiers, mais ça veut dire qu'ils ont un sentiment d'impunité et recommencent le lendemain. Mais donc ça veut dire que c'est une bande de jeunes qu'il faut éradiquer du Peter-Bosch, une bande de dealers. Et une fois qu'ils seront arrêtés, ça va se terminer? Je ne dis pas qu'une fois qu'ils seront arrêtés, ce sera fini, mais nous avons déjà constaté ça dans d'autres quartiers, à Anderlecht et dans Bruxelles en général. Quand on identifie une bande et qu'on identifie les meneurs et qu'ils sont arrêtés, le problème, en tout cas, se décompresse très fortement. Alors, vous l'avez peut-être vu dans notre journal, il y a un habitant, Khalid, qui pointe votre responsabilité. Je propose de le réécouter. C'est des problèmes qu'on a senti venir il y a déjà 5-6 ans dans le quartier Peter-Bosch. On a senti quand même un laisser-aller généralisé de la part à la fois de la commune, mais aussi des gestionnaires du site. Un laisser-aller qui aboutit à ce qu'on voit maintenant. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Un laisser-aller? Non, vous avez laissé aller les choses? Il n'y a pas de laisser aller. Il y a d'ailleurs au niveau du Peter-Bosch un grand accompagnement qui se fait à la fois pour les jeunes et pour les personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans le quartier du Peter-Bosch. Les sociétés de logement social, il y en a 2, ont pris un certain nombre de mesures pour sécuriser leurs bâtiments, pour améliorer le confort des bâtiments. Donc on ne peut pas dire que c'est un quartier qui est abandonné. Mais c'est clair qu'on a constaté depuis la fin 2016, début 2017, un accroissement des plaintes. Et donc j'ai demandé à ce moment-là, j'ai pris mes responsabilités. Donc on en fait assez, c'est ça que vous dites? On en a fait assez. On n'a pas... il n'y a pas eu de laisser-aller, on a surveillé, on a contrôlé les choses. On a intensifié les contrôles de police, la présence policière, à la demande des habitants et à la satisfaction de ces habitants aussi. Est-ce que vous ne croyez pas parfois, il y a des problèmes de communication entre le foyer anderlechtois, Comencia, qui est un autre gérant de l'espace, la communauté flamande qui organise aussi des actions sur place. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné centraliser tout ce qui se passe dans ce quartier et vous, comme bourgmestre, dire ben voilà, on va essayer d'améliorer les choses en matière peut-être d'emploi, en matière d'éducation, parce qu'il n'y a peut-être pas que l'aspect police qui joue. Non, mais non, justement, il n'y a pas que l'aspect police. Il y a beaucoup de choses qui se font, notamment en termes de convivialité, surtout à partir du moment où on est en période d'été. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que nous avons une vision positive, une vision d'avenir. Et donc j'ai proposé au collège, il y a quelques mois, d'introduire la demande d'un contrat de quartier pour le Peter-Bosch. Et le gouvernement bruxellois a accepté cette demande. Ça veut dire qu'en discutant avec les habitants, nous allons mettre au point, pour les 4 ou 5 années qui viennent, un ensemble d'actions à réaliser sur le Peter-Bosch pour améliorer la convivialité. Ce sera quoi, par exemple? De nouvelles infrastructures? Ça peut être de nouvelles infrastructures, l'amélioration de celles qui existent. Vous savez, le Peter-Bosch aussi souffre d'un urbanisme qui a été conçu dans les années 60 et qui n'est pas adapté maintenant. Donc, dans les années 60, tout le monde voulait habiter au Peter-Bosch. Personne n'avait de voiture. Parce que c'est en plein dans la verdure, là. On est dans un parc, ça s'appelle le parc Peter-Bosch. Et donc maintenant, il y a des voitures qui circulent un peu partout, qui stationnent n'importe où. Les sociétés de logement social ont fait un très gros effort en termes de propreté aussi des abords de leurs bâtiments. Et donc voilà, donc il y a une volonté de faire en sorte que ce quartier retrouve une convivialité. Ça va aller mieux?
ça ne peut qu'aller mieux. Et en tout cas, les contrôles de police qui sont nécessaires, qui sont demandés par la population, continueront le temps qui est nécessaire. Entre nous, ça tombe plutôt bien, que ce soit au moment de la campagne électorale, que ces gens aient des problèmes, parce qu'à ce moment-là, vous les écoutez, et tous les partis de la commune les écoutent avec bienveillance et ont envie de régler le problème. Oui, mais donc je voudrais vous dire quand même que ce n'est pas parce qu'il y a eu des incidents maintenant que nous avons décidé, il y a 6 mois, 7 mois, de faire un contrat de quartier au Peterbos. On était bien attentifs à la situation. Et comme vous nous l'avez dit, il y avait déjà eu des problèmes début 2017, donc c'est vraiment une situation que vous suivez de près. Quelques questions sur Anderlecht en tant que tel. Un stade d'Anderlecht, un RP, comme le veut le nouveau patron d'Anderlecht, ça vous botte ? L'ensemble du collège a répété que ce n'était plus d'actualité. Lorsqu'en 2006-2007, on a examiné les différentes possibilités, de commun accord entre le Sporting d'Anderlecht et la commune, on a décidé que c'était impossible. Alors, quelle sera la majorité de demain à Anderlecht, Éric Thomas? Aujourd'hui, vous êtes avec le MR et avec le CDH, même le CDH est sur votre liste du bourgmestre. Est-ce que vous allez repartir avec les mêmes partenaires? Nous allons voir un peu ce que les électeurs en pensent. Mais donc, mais a priori, moi, je représente une liste comme en 2012, comme en 2006, où il y a le PS, le SPA et le CDH. Nous allons essayer de faire le meilleur score possible. La fois passée, on l'a emporté largement. Puis nous verrons comment on peut faire une majorité. Je dois dire que la collaboration avec le MR se passe bien. C'est un collège qui est homogène. Il y a très peu de dissensions. Mais il y a des individualités, il y a des façons de prendre la politique de façon différente. On s'expliquera dans la campagne électorale. Alors, on parle beaucoup de renouvellement ces derniers temps. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année, vous faites de la politique depuis longtemps, et tous les membres de votre collège ont au moins plus de 50 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas renouveler aussi un peu les cadres? Il y en a qui ont moins de 50 ans, il ne faut pas exagérer. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la place aux jeunes? Si, mais il y a de la place qui se fait. J'ai expliqué aussi que j'étais candidat cette fois-ci, mais que je ne serai plus candidat en 2024, donc ça peut permettre d'assurer des transitions. Vous aurez quel âge en 2024, Éric Thomas? Vous aurez quel âge en 2024? 76 ans, donc il est plus que temps de raccrocher. Merci Éric Thomas. Demain, je recevrai Gauthier Calonne. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.